Le soleil du samedi brûlait sans pitié sur les pierres tombales du cimetière de Loyasse, à Lyon, mais Hélène ne le sentait même plus. 2 ans à faire le même parcours, à fouler les mêmes pierres détachées, à passer devant les mêmes tombes abandonnées, jusqu'à arriver au coin ombragé où Arthur et Pierre étaient censés reposer. Ses genoux connaissaient par cœur la texture rêche du ciment craquelé. Ses mains, endurcies à force de frotter, se déplaçaient automatiquement sur le marbre froid, nettoyant une poussière inexistante, arrangeant les fleurs en plastique que le vent s'acharnait à désordonner. « Salut, mes amours », murmura-t-elle, la voix rauque de larmes contenues. « Maman est encore là. » C'était toujours ainsi. Elle arrivait vers 9 heures du matin, quand le cimetière était encore vide et que le silence lui permettait de converser avec ses garçons sans paraître complètement folle. Elle passait ses doigts sur les lettres gravées. Arthur Dubois, 2013-2022, Pierre Dubois, 2015-2022. Comme si le toucher pouvait d'une manière ou d'une autre traverser la barrière entre la vie et la mort. « Pierre aurait 7 ans la semaine prochaine », dit-elle, ajustant une rose blanche contre la stèle la plus petite. « Tu te rappelles comme tu voulais une fête de Spider-Man? Maman allait faire ce gâteau au chocolat que vous adoriez, avec le glaçage bien épais comme Arthur l'aimait. » Les larmes coulaient maintenant sans pudeur, tachant le chemisier usé qu'elle portait toujours le samedi, le même que Pierre avait choisi pour elle dans un grand magasin bon marché, disant qu'il lui allait bien parce qu'il était bleu comme le ciel. Hélène serra ses propres genoux, se balançant légèrement, laissant la douleur déborder en sanglots muets qui secouaient son corps maigre. 2 ans. 2 ans depuis cette aube maudite quand le téléphone a sonné et qu'une voix officielle, froide, professionnelle, a informé de l'accident sur la D301 aux abords de Corbas. Voiture capotée. 3 victimes décédées. Marc Fournier, 35 ans. Arthur Dubois, 9 ans. Pierre Dubois, 5 ans. Aucun survivant. Hélène se rappelait chaque détail de cette nuit comme si c'était hier. Le sommeil interrompu. La désorientation initiale. La négation furieuse. Non, il devait y avoir une erreur. Marc était avec les garçons dans la nouvelle maison qu'il avait louée. Ils étaient en sécurité. C'était impossible. Puis vint l'IML, cette odeur de formol et de mort, les corps carbonisés qui ressemblaient à peine à des êtres humains, méconnaissables au-delà de toute identification visuelle. Les documents trouvés dans ce qu'il restait de la voiture, les alliances fondues, les petites baskets d'Arthur, miraculeusement intactes. Maman aurait dû insister davantage, murmura-t-elle au stèle. Elle aurait dû réaliser que quelque chose n'allait pas avec papa. Il était si étrange ces dernières semaines, vous vous rappelez? Nerveux, regardant toujours par-dessus son épaule, répondant à ses appels bizarres. Le divorce avait été civilisé, sans querelle, ni accusation. Juste une usure silencieuse de 2 adultes qui avaient découvert être incompatibles. Marc avait tout accepté. La garde partagée, la modeste pension alimentaire, les visites le week-end. Mais ensuite étaient venus les étranges changements. Le bel appartement qu'il louait en centre-ville, échangé contre une maison vétuste dans un quartier reculé, presque à la limite de Vénissieux. Les excuses pour ne pas ramener les garçons à l'heure. Ses yeux toujours rouges, ses mains tremblantes. Hélène lui avait demandé s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Marc répondait toujours la même chose. « Tout est sous contrôle, Hélène. J'ai juste besoin de temps pour m'organiser. » Quel contrôle? Quelle organisation? Tout avait pris fin dans cette courbe fatale de la D301, aux abords de Corbas, un tronçon connu pour ses accidents, où la pluie rendait la chaussée glissante et les conducteurs imprudents rencontraient la mort. « Vous devez être avec papa maintenant, » murmura Hélène, essuyant son visage du revers de la main. « J'espère qu'il prend bien soin de vous là-haut,
Il vous aimait, vous savez. À sa manière confuse, mais il vous aimait. Le soleil montait dans le ciel, apportant plus de chaleur et les premiers visiteurs de la journée. Hélène vit une vieille dame marchant lentement entre les tombes, portant un bouquet de chrysanthèmes jaunes. Un homme en costume arrivait en hâte, son portable à la main, accomplissant clairement une obligation plus qu'un rituel d'amour. Elle les enviait. Au moins, eux, ils étaient certains que leur mort était mort. Hélène avait des doutes qui la rongeaient, comme de l'acide. Les cercueils scellés, la précipitation de l'enterrement, l'insistance des pompes funèbres à tout garder clos pour le bien de la famille. Elle n'avait jamais revu ces garçons une dernière fois, jamais passé la main dans les cheveux d'Arthur, toujours rebelle comme ceux de son père, jamais embrassé le front de Pierre, qui dormait la bouche ouverte et ronflait parfois doucement comme un chaton. « Maman essaie d'aller de l'avant », promit-elle aux pierres muettes. « J'ai repris le travail le mois dernier. Dans la même clinique, la docteure Marianne Leclerc m'a reprise. Le salaire est maigre, mais il suffit à payer le loyer du studio. Ce n'est pas notre appartement, je sais, mais... » Sa voix s'éteignit. Comment expliquer à deux garçons morts qu'elle avait tout vendu? Les jouets, les vêtements, même le lit superposé qu'Arthur avait choisi avec tant de soin, disant qu'il voulait celui du haut parce que c'était plus près des étoiles. Tout était parti dans les premières semaines après l'enterrement, quand la douleur était si insupportable que chaque objet était un coup de poignard dans la poitrine. Maintenant, elle le regrettait. Elle aurait voulu garder quelque chose, n'importe quoi. L'uniforme scolaire d'Arthur, l'ourson sans oreilles que Pierre traînait partout. Mais à l'époque, il semblait impossible de vivre avec ses souvenirs. Mieux valait un studio vide qu'un appartement plein de fantômes. « Excusez-moi, madame. » Hélène sursauta. Perdue dans ses pensées, elle n'avait pas remarqué son approche. Un garçon maigre se tenait à quelques mètres, ses vêtements usés mais propres, des baskets trouées au bout, des yeux marrons immenses qui la fixaient avec un mélange de curiosité et d'autre chose, de la compassion, peut-être. « Désolé, » dit le garçon en reculant d'un pas. « Je ne voulais pas vous effrayer. »« Vous ne m'avez pas effrayé, » répondit Hélène, essayant de retrouver sa dignité. Elle passa la main sur son visage, sachant qu'elle devait être horrible, les yeux rouges, le nez qui coule, les cheveux en désordre. « Vous êtes perdu? Où sont vos parents? » Le garçon secoua la tête. « J'habite là-bas, » dit-il en désignant vaguement au-delà des murs du cimetière. « Je viens ici parfois. C'est calme, vous savez. C'est bien pour réfléchir. » Hélène faillit sourire. Un petit philosophe trouvant de la paix parmi les morts. Il y avait quelque chose de touchant là-dedans. « Madame, » commença le garçon, hésitant. « Je peux vous poser une question? »« Bien sûr. » Il désigna les pierres tombales. « Ce sont vos enfantes? » Hélène sentit sa poitrine se serrer. « Oui, c'était. Ils sont morts il y a 2 ans. » Le garçon fronça les sourcils, s'approcha, lut attentivement les noms. Alors, cela arriva. Son visage changea complètement, ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de surprise sincère. « Arthur et Pierre, » dit-il, sa voix montant d'une octave. « Mais madame, ces garçons habitent dans mon immeuble. » Le monde s'arrêta. Hélène resta absolument immobile, sans respirer, sans cligner des yeux, son cerveau refusant de traiter les mots. Le garçon devait se tromper. Il le fallait. D'autres garçons avec les mêmes noms. Une coïncidence cruelle. « Qu'avez-vous dit? » réussit-elle à murmurer, la voix étranglée. « Arthur et Pierre, » répéta le garçon, visiblement mal à l'aise avec sa réaction. « Arthur est l'aîné, un peu silencieux, il lit tout le temps. Pierre est petit, il parle sans arrêt. Leur père est Monsieur Robert, il habite au 304. Robert.
pas Marc. Hélène se leva si vite que le monde tourna. Elle saisit le bras du garçon, peut-être avec trop de force car il fit une grimace. « Où » demanda-t-elle, la voix maintenant urgente, désespérée. « Où se trouve cet immeuble ?»« Près de la gare, » répondit le garçon, essayant de se libérer doucement. « L'immeuble vert, vous savez, un peu délabré. On joue parfois, Pierre et moi. Mais leur père ne les laisse pas beaucoup sortir. » Hélène lâcha le garçon, les jambes flageolantes. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela ne pouvait pas l'être. Mais si c'était le cas? Et si par un miracle insensé ses enfants étaient vivants? « Madame, ça va ?» demanda le garçon, vraiment inquiet maintenant. « Vous êtes blanche comme un linge. »« L'immeuble vert, » répéta Hélène comme un mantra. « Près de la gare, appartement 304. »« Oui, mais... » le garçon hésita. « Monsieur Robert a dit que leur mère était morte, dans un accident. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas beaucoup sortir, il a peur de les perdre aussi. » Le sol disparut sous les pieds d'Hélène. La mère était morte. Elle était morte. Pour les garçons, elle était morte. Sans réfléchir, sans planifier, mue par un instinct primitif qui court-circuitait complètement la raison, Hélène se mit à courir. Elle laissa les fleurs, elle laissa son sac, elle laissa tout. Elle traversa en courant les allées du cimetière, franchit le portail, se jeta devant le premier taxi qu'elle aperçut. « Gare de Lyon par Dieu » halta-t-elle au chauffeur. « L'immeuble vert près de la gare. Vite, s'il vous plaît. » Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage peu amène, la regarda dans le rétroviseur. « Madame, ça va? Vous avez besoin d'un hôpital? »« Il faut que j'arrive à cet immeuble, » insista Hélène, les larmes revenant avec une force renouvelée. « S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. » Peut-être était-ce le désespoir dans sa voix, peut-être la mention de la vie ou de la mort. Le chauffeur appuya sur l'accélérateur sans poser d'autres questions. Le trajet fut un flou de feux de signalisation, de klaxons, de rues qu'Hélène connaissait mais ne reconnaissait plus, toute la ville transformée en un labyrinthe incompréhensible entre elle et la possibilité impossible que ses enfants soient vivants. L'immeuble vert apparut comme un mirage, exactement comme le garçon l'avait décrit, peinture écaillée, fenêtres aux barreaux rouillés, vêtements suspendus à des cordes à linge improvisées au balcon. Hélène jeta un billet de 50 € au chauffeur et repartit en courant. La porte d'entrée était ouverte. Le hall sentait le moisi et le désinfectant bon marché. Les escaliers grinçaient sous ses pieds, tandis qu'elle montait, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. Deuxième étage. Troisième étage. Appartement 304. Hélène s'arrêta devant la porte de bois écaillée. Elle pouvait entendre des voix à l'intérieur. Une télévision allumée. Des pas. Elle leva la main. Hésita. Et si c'était une erreur? Et si c'était d'autres garçons? Et si elle était sur le point de détruire le dernier espoir qu'elle ne savait même pas posséder? Elle frappa. Les pas s'approchèrent. La poignée tourna. La porte s'ouvrit. Marc était là, vivant. Plus maigre, mal rasé, les yeux cernés et hantés, mais indubitablement Marc. Pendant une seconde éternelle, ils se fixèrent net. Hélène vit l'instant précis où la reconnaissance frappa ses yeux, suivi immédiatement d'une panique pure. « Hélène » murmura-t-il, la voix rauque d'inemploi. « Non, tu ne peux pas... Comment ?» Hélène le poussa. Ce ne fut pas doux, ce ne fut pas calculé. Ce fut un pur instinct. Elle pénétra dans l'appartement petit, exigu, avec des meubles anciens et une odeur de plats réchauffés. Et là, ils éteignent. Arthur sur le canapé, un livre sur les genoux,
plus grand, plus mince, les cheveux nécessitant une coupe, mais c'était son Arthur. Pierre par terre, entouré de petites voitures C en plastique cassé, le visage plus fin, mais toujours avec les mêmes fossettes quand il était concentré. Ses fils. Vivants. Hélène tomba à genoux. Un son s'échappa d'elle qui n'était ni tout à fait un cri ni des pleurs, quelque chose d'animal et de primitif, 2 ans de deuil se cristallisant en un moment de joie si intense qu'elle en souffrait physiquement. Pierre fut le premier à réagir, levant la tête, fronçant les sourcils. « Papa » dit-il, incertain. « Qui est la dame » ? La dame. Son bébé ne la reconnaissait pas. « Pierre » Hélène parvint à dire entre des sanglots. « Pierre, mon amour, c'est moi. C'est maman. » La confusion sur son petit visage. La peur. Il recula, cherchant son père du regard. « Maman est morte, » dit Pierre, la voix tremblante. « Papa a dit qu'elle était morte. » Arthur regardait aussi maintenant, le livre oublié, ses yeux. Ses yeux, réalisa Hélène, avaient ça toujours été les siens sur le visage de son père, écarquillé de stupeur. « Maman » murmura Arthur, et dans ce seul mot, Hélène entendit 2 ans de douleur comprimée. Il savait. D'une certaine manière, il savait. Arthur se leva lentement, comme si des mouvements brusques pouvaient la faire disparaître. Il fit un pas. Un autre. Pierre observait, son petit visage tordu par la confusion et la peur. « Tu es morte, » dit Arthur, la voix se brisant. « Papa a dit que tu étais morte dans l'accident, qu'on ne pouvait pas se te voir parce que c'était trop horrible. » « Non, mon amour. » Hélène sanglotait à gorge déployée maintenant. « Papa m'a dit que vous étiez mort. J'ai enterré des cercueils vides. J'ai visité des tombes vides pendant 2 ans. » Arthur s'approcha, tendit la main, toucha son visage comme s'il avait besoin de s'assurer que c'était réel. Quand ses doigts rencontrèrent une peau chaude, des larmes, la vie, quelque chose se brisa en lui. Il se jeta dans ses bras avec force, son corps secoué par des sanglots qu'il avait retenus bien trop longtemps. « Maman » il pleurait. « Maman, maman, maman » Pierre observait tout avec des yeux énormes. Puis, lentement, comme un petit animal blessé apprenant à faire confiance à nouveau, il s'approcha. « C'est vraiment toi, maman » demanda-t-il, sa petite voix incertaine. « C'est moi, mon amour. » Hélène le serra dans ses bras, sentant son odeur, différente, mais toujours son Pierre, toujours son bébé. Maman est là. Maman n'est jamais vraiment partie. Hélène. La voix de Marc coupa le moment. Il était appuyé contre la porte, le visage pâle comme de la cire, les mains tremblant visiblement. « Laisse-moi expliquer, » commença-t-il. « Expliquer » Hélène se leva, gardant les garçons derrière elle, les protégeant instinctivement. « Expliquer comment tu as falsifié la mort de nos enfants? Comment tu m'as laissé enterrer des cercueils vides? Comment tu m'as vu mourir de l'intérieur chaque putain de jour pendant 2 ans? Je n'avais pas le choix. » Marc explosa, et maintenant elle voyait le désespoir dans ses yeux, le poids de 2 ans de mensonges. Ils allaient tuer tout le monde, Hélène. Nous, les enfants, tout le monde. Qui allait tuer? Marc passa une main sur son visage, vaincu. Je me suis mêlé à de mauvaises personnes. Dettes de jeu, usuriers, des trucs graves. Je devais beaucoup d'argent. Ils ont commencé à menacer, à me suivre. Ils ont dit qu'ils allaient prendre les enfants, les vendre, les trafiquer, faire pire. Je devais les protéger. Alors tu as fait semblant qu'ils étaient morts? Je connaissais un type à l'IML. Marc continua, sa voix désormais monocorde, comme s'il se confessait à un prêtre. Il a trouvé les corps, les faux documents, tout. 3 indigents morts la même nuit. Personne pour les réclamer.
Nous avons falsifié l'accident. Le rapport, tout. Hélène sentit la nausée monter. Et moi? Tu n'as pas pensé à moi? J'ai pensé qu'il valait mieux que tu souffres en les croyant morts, plutôt que de les voir réellement emmenés, dit Marc. Et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Je croyais sauver tout le monde. Tu m'as détruite, dit Hélène simplement. Tu m'as tuée de l'intérieur. J'ai visité ces tombes chaque semaine pendant 2 ans, Marc. Chaque semaine. Arthur fit un pas en avant, le visage rouge de colère. Tu as menti, accusa-t-il son père. Tu as menti sur tout. Tu as dit que maman ne voulait plus de nous, qu'elle était partie, puis tu as dit qu'elle était morte. J'essayais de vous protéger, répéta Marc, mais la conviction avait disparu de sa voix. Nous protéger? Arthur rit, un son trop amer pour un enfant de 11 ans. On vit dans ce taudis, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir d'amis. C'est ça, la protection? Hélène prit son téléphone portable. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut 3 tentatives pour déverrouiller l'écran. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Marc, la panique grandissant dans sa voix. « Ce que j'aurais dû faire à la seconde où je vous ai vu vivant, » répondit Hélène, composant le 17. « Allô? Police? Je dois signaler un enlèvement et une falsification de documents. » Marc n'essaya pas de fuir. Quand les voitures de police arrivèrent, il était assis sur le canapé, la tête entre les mains, pleurant silencieusement. Les policiers écoutèrent l'histoire avec une incrédulité grandissante. Documents falsifiés, corps échangés, 2 ans de mensonges. « Les garçons devront venir avec nous aussi, » dit l'un des policiers gentiment à Hélène. « Pour vérification, examen, protocole. »« J'y vais avec eux, » dit Hélène fermement. « Maman, » Pierre attrapa sa main. « Tu ne vois pas repartir, n'est-ce pas? »« Plus jamais, » promit Hélène, serrant sa petite main. « Plus jamais, mon amour. » Les heures suivantes furent un tourbillon. Commissariat, déposition, examen ADN. Pour confirmer les identités. Assistante sociale, psychologue pour enfants, procureur. L'histoire était si absurde qu'ils durent vérifier 3 fois chaque détail. Les tombes seraient ouvertes, les vrais corps identifiés et correctement enterrés. Marc fut inculpé de multiples crimes, falsification, dissimulation de cadavres, enlèvement qualifié. Mais au milieu de tout ce chaos juridique, il y avait des moments de pure grâce. Pierre redécouvrant les bras de sa mère, s'endormant agrippé à elle comme un bébé. Arthur racontant à voix basse les 2 années perdues, les mensonges que son père racontait, comment il se doutait, mais avait peur de demander. « Parfois, je rêvais de toi, » confessa Arthur. « Tu étais vivante dans le rêve, et quand je me réveillais, je pleurais parce que je savais que c'était un mensonge. »« Ce n'était pas un mensonge ?» dit Hélène en lui embrassant le front. « Moi aussi, je rêvais de vous. Toutes les nuits. » Ils furent libérés au petit matin. Hélène emmena les garçons au studio, bien trop petit pour 3, mais qui, à cet instant, semblait un palais. Pierre eut peur du noir, ne voulant pas dormir seul. Arthur resta éveillé tard, comme s'il craignait qu'en s'endormant, il se réveille dans l'appartement moisi. Hélène les observa dormir, enfin vaincue par la fatigue, blottie sur son lit simple. Arthur avait tant grandi. Pierre avait perdu 2 dents, 2 ans de première rentrée, d'anniversaire, de Noël. Perdus à jamais. Mais ils étaient vivants. Contre toute logique, toute probabilité, toute raison, ces garçons étaient vivants. Les semaines suivantes furent celles d'une lente reconstruction. Une thérapie pour tous. Arthur avait de la colère à évacuer, des années de manipulation à défaire. Pierre devait réapprendre qui était sa mère, reconstruire des souvenirs que son père avait tenté d'effacer.
Hélène devait pardonner. Pas à Marc, cela elle n'y parviendrait peut-être jamais, mais à elle-même pour n'avoir pas vu, pour n'avoir pas soupçonné. L'école fit preuve de compréhension. La directrice pleura en entendant l'histoire, promit tout son soutien. Les garçons avaient un retard scolaire, mais intelligents, ils rattraperaient vite le niveau. « Maman, » dit Arthur un jour, en rentrant de l'école. « J'ai raconté à mes amis que tu étais ressuscité. » Et qu'ont-ils dit? Que c'était l'histoire la plus incroyable qu'ils aient jamais entendue, sourit-il, un sourire authentique, sans ombre. Mieux qu'un film de super-héros. Pierre recommença à parler, remplissant la petite maison de questions et d'observations, redécouvrant les jouets, les saveurs, les musiques. Chaque jour, une petite révélation. « Maman, » dit-il un soir, allongé entre Hélène et Arthur. « Papa va revenir? » Hélène réfléchit attentivement à sa réponse. « Papa a fait quelque chose de très grave, mon amour. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il reste ton père, et si vous voulez le voir quand ce sera autorisé, nous y irons. » « Il a menti, » dit simplement Pierre. « Oui, il a menti. »« Tu ne mens pas, n'est-ce pas? »« Jamais, » promit Hélène. « Plus jamais de mensonges dans cette famille. » Le procès de Marc eut lieu 6 mois plus tard. Hélène témoigna, les yeux secs désormais, la voix ferme. Elle raconta les 2 années de deuil, les visites au cimetière, le trou noir qu'était devenu sa vie. Le procureur présenta les preuves, documents falsifiés, corruption, dissimulation. Marc fut condamné à 6 ans de prison. Avant d'être emmené, il regarda Hélène. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Hélène ne répondit pas. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'il avait fait. Mais elle hocha la tête, une reconnaissance minimale de l'avoir entendu. 1 an s'écoula, puis 2. La vie avait trouvé un nouveau rythme. Hélène Dubois acheva la formation professionnelle qu'elle avait abandonnée, obtint un meilleur emploi. Ils emménagèrent dans un appartement plus grand, 2 chambres, une vie plus digne. Arthur était entré dans l'adolescence, sérieux, studieux, déterminé à entrer à l'université. Pierre avait découvert le football, s'était fait des amis, riait facilement. Ils rendirent visite à Marc Fournier quelquefois. Des conversations difficiles, silencieuses, empreintes de non-dits, mais nécessaires d'une certaine manière. Les garçons devaient comprendre que leur père, malgré tout, les aimait, que la peur, et non la méchanceté, avait motivé ses actes. « Je lui pardonne », dit Arthur un jour, en sortant de la prison après une visite. « Je n'oublie pas, mais je pardonne. » Hélène l'embrassa, fière de la maturité de son fils, de sa capacité à laisser la colère s'envoler. « Et toi, maman ?» demanda Arthur. « Tu pardonnes ?» Hélène réfléchit longuement. « J'apprends, » dit-elle finalement. « Chaque jour, un peu plus, j'apprends. » Et c'était vrai. Le pardon n'était pas venu d'un coup, comme une épiphanie. Il était venu par petits moments. Quand Pierre avait ri pour la première fois sans ombre dans les yeux. Quand Arthur fut admis à l'université. Quand elle réalisa qu'elle pouvait penser à ces 2 années sans sentir qu'elle allait mourir de douleur. Hélène ne retourna jamais au cimetière. Les tombes vides furent retirées, l'espace cédé à d'autres morts réelles. Mais parfois, les samedis matins, elle se réveillait tôt et restait à observer ses fils dormir, vivants, respirants, présents. C'est un de ces nouveaux rituels du samedi. Plus de conversations avec des pierres froides, mais un petit déjeuner bruyant, des disputes pour la télécommande, des étreintes réelles de personnes réelles. Arthur se plaignant que Pierre avait mangé le dernier pain au chocolat. Pierre suppliant de jouer 5 minutes de plus aux jeux vidéo. La vie, bruyante, chaotique,
imparfaite. Mais la vie. Au final, Hélène comprit que le pardon ne signifiait pas oublier ou faire semblant que rien ne s'était passé. Cela signifiait choisir d'avancer, de construire quelque chose de nouveau sur les décombres du passé. Marc Fournier leur avait volé 2 ans, mais il ne volerait pas le reste. « Maman, » dit Pierre un matin, sautant sur son lit. « J'ai rêvé qu'on habitait dans un château. »« Ah oui? » Hélène le serra dans ses bras. « Et il était comment? »« Il y avait un dragon de compagnie, » expliqua Pierre sérieusement. « Et Arthur était un chevalier, et tu étais la reine. »« Et toi, qu'est-ce que tu étais? »« J'étais le roi, bien sûr. » Pierre rit, ce son cristallin qu'elle avait cru perdre à jamais. Hélène rit aussi, embrassant le sommet de sa tête. Arthur apparut à la porte, ensommeillé, les cheveux en bataille. « Quel est ce bruit? » se plaignit-il, mais un sourire se dessinait au coin de ses lèvres. « Pierre raconte l'histoire de notre château, » expliqua Hélène. « Il y a de la place pour un autre chevalier? » demanda Arthur, se jetant sur le lit lui aussi. Et là, dans ce studio exigu, avec ses 2 fils vivants et présents, Hélène sentit qu'elle avait enfin tout. Ce n'était pas un château. Il n'y avait ni dragon, ni couronne. Mais il y avait l'amour et la vérité et la certitude qu'elle ne laisserait plus jamais personne lui voler cela. Hors de la fenêtre, Lyon s'éveillait à un nouveau jour. Le soleil se levait sur la ville, peignant le ciel de teintes oranges et roses. En bas, la vie suivait son cours. Des gens allant travailler, des enfants allant à l'école, le monde tournant comme il a toujours tourné. Mais dans le petit appartement, le temps semblait suspendu. 3 personnes que le destin avait tenté de séparer, réunies contre toute attente. 3 survivants d'une tragédie qui n'aurait jamais dû avoir lieu. « Je vous aime, » dit Hélène simplement. « Nous t'aimons aussi, maman, » répondit Arthur. « Jusqu'à l'infini, » ajouta Pierre, levant les bras en l'air. « Et au-delà, » compléta Hélène, la phrase qu'ils avaient de l'habitude de dire quand il était petit, avant que tout ne tourne mal. Mais maintenant, tout était de nouveau en ordre. Ou du moins, en passe de l'être. Des cicatrices resteraient, toujours, mais les cicatrices étaient une preuve de survie, non, de défaite. Dehors, les cloches d'une église lointaine sonnèrent, marquant 1 heure de plus dans un jour de plus. Mais à l'intérieur, le temps n'importait plus. Ils avaient tout le temps du monde maintenant. Tout le temps qu'ils avaient cru perdre. Et cette fois, Hélène se le promit, ils n'en gâcheraient pas 1 seconde.